Jusqu'à présent, on avait des épisodes qui étaient assez courts, 30 minutes, 40 minutes. Certaines fois, on arrivait jusqu'aux 50 minutes. Hors interview, où on faisait intervenir des personnes et on pouvait monter à 1h30, 1h40. Et en fait, ces épisodes assez courts, 30 minutes, 40 minutes, généralement, on ciblait une thématique, un sujet, et on essayait de rentrer en profondeur en laissant les idées. Et d'ailleurs, une remarque aussi que certaines personnes qui ont pu nous écouter ont faite, c'est qu'en fait, ils avaient l'impression qu'on réfléchissait en même temps qu'on abordait un sujet, en même temps que l'on parlait. C'était quelque chose d'assez intéressant parce qu'ils avaient vraiment l'impression non pas d'écouter un exposé, mais beaucoup plus d'écouter deux personnes qui se creusent les méninges autour d'une grande idée. C'est quelque chose qu'ils ont bien plu. Euh, Moi, j'écoute pas mal de podcasts. Il y a un podcast que tu vas très certainement connaître qui s'appelle Le Trilliard avec Stan Leloup et Paul aussi. Et en fait, eux, ils ont une manière de faire qui est assez intéressante, qui est que dans un seul même podcast, ils vont parler de plusieurs idées. Et donc, ils ont une sorte de sommaire initialement au début, où ils vont dire, bah, on va parler de ce qu'il se passe là. Après, on va parler d'un influenceur en ce moment qui explose. OK, pourquoi? Quelles leçons on peut en tirer? Et puis après, on va faire un point sur bah, quels ont été les enseignements de la semaine et où est-ce qu'on est aujourd'hui. Euh, Ça peut être peut-être intéressant. Dites-nous aussi peut-être ce que vous en pensez en commentaire hein, sur ce format. Ce format où finalement, déjà un format plus long. Donc un format qui va durer une bonne heure à chaque fois minimum, 1h15, 1h20, 1h30. Et pourquoi pas un format où on essaye de creuser d'autres idées et où on bascule, par exemple, on va parler de Trump et puis après on va parler de nos enseignements de la semaine, des conneries qu'on a pu faire. Euh, voilà, plus à un moment où on se retrouve autour d'un café finalement, plutôt un salon de discussion où on aborde un seul sujet. Je pense qu'il y a deux écoles. À voir ce qu'on préfère faire. Ça peut être intéressant aussi de se dire que bon bah c'est le rendez-vous de la semaine et c'est aussi la bonne excuse pour parler de choses qu'on a appris, de choses qu'on a pu lire et d'arriver à les partager, puisque le simple fait de les partager, ça va aussi nous permettre de les mémoriser, de mieux nous-mêmes les intérioriser. Ou alors, si au contraire vous préférez que l'on reste sur un seul sujet que l'on développe, comme ce qu'on va faire aujourd'hui, comme ce qu'on fait d'habitude, avec des vidéos un peu plus courtes, voilà, qui durent entre 30 et 40 minutes. Voilà, c'était la petite intro. Et puis, du coup, le sujet du jour, ça va être Trump. On va partir on va partir de cette thématique-là. Alors, pourquoi Trump? C'est que bon, non seulement il y a les élections en novembre, si je dis pas de bêtises, donc ça arrive bientôt, ça va changer pas mal de choses. On va avoir de plus en plus d'outrance, très certainement. Et puis, surtout, il a annoncé récemment avoir créé une plateforme qui s'appelle worldlibertyfinance.org. Donc, Alex, tu vas nous en parler juste après. En gros, c'est une plateforme de crypto. Euh, Trump, il est assez familier au Web3, avec tout ce qu'on peut englober dedans. Il a créé beaucoup de collections NFT. Je ne sais pas s'il a déjà créé des cryptos. Peut-être. S'il a déjà créé de sa propre crypto, je me souviens plus. En tout cas, il y a eu beaucoup de meme coins autour de lui et autour de de ce qu'il a pu dire. Il a jamais été, je pense, il n'y a jamais eu de gros backlash avec ses collections NFT, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que les personnes qui ont acheté ces items lui sont jamais tombés dessus en mode arnaqueur, scammer. J'ai pas l'impression, puisqu'en plus il a relancé d'autres collections. Euh, Alors que pourtant, bon, le floor price à chaque fois c'est vachement écrasé. Là, avec la sortie de World Liberty Finance, je me pose plusieurs questions. Et je pense que je suis très curieux de ce que tu en penses, Alex. La première question, forcément, le mec, là, il fait quand même une partie de sa campagne autour du Web3, autour de la crypto. C'est-à-dire qu'il essaye de séduire un électorat pro-Bitcoin, pro-crypto. Donc, c'est du pur clientélisme. Alors, à mon avis, enfin, j'espère qu'il doit croire un peu ce qu'il dit, mais à mon avis, il y a quand même beaucoup de clientélisme. On va essayer de rameuter un maximum de personnes en leur disant, nous, on est pro-crypto, on est pro-Bitcoin. Donc, un, c'est vraiment affirmer le fait qu'il est pro-Bitcoin parce qu'il a sorti sa plateforme. Et deux, peut-être aussi que lorsqu'on voit que les business de Trump aujourd'hui ont tendance à s'effondrer, notamment d'ailleurs, on avait fait un épisode sur tout son pôle média avec donc qui englobe ses activités médias, son application qu'il avait lancée. Bon, non seulement après l'espèce d'énorme pump, je crois que c'était monté jusqu'aux 10 milliards de valorisation, 8 ou 10 milliards de valorisation en bourse au maximum.
bon, ça avait énormément chuté quelques jours après, et puis ça a de nouveau énormément chuté après son débat avec Kamala. Euh, donc, une des hypothèses aussi que j'avance, et je suis curieux de savoir ce que tu en penses, c'est est-ce que finalement cette plateforme, c'est pas aussi un autre business qu'il lance pour essayer de se refaire un peu les plumes après l'échec de ses autres activités? Alors, c'est une très bonne question, parce que le truc arrive quand même à un moment très particulier euh, où il est en période d'élection. Donc, il y a évidemment un côté business qui est indéniable, hein. De toute façon, avec Trump, tout a un côté business. Il ne fait rien qui ne soit pas du business. Et son personal branding tend vers ça, quoi qu'il arrive. Et point numéro 2, il y a un côté électoral, puisque, comme tu l'as dit, il essaye de se mettre, et il a plutôt réussi, je crois, à se mettre une grosse partie de l'électorat crypto, Web3 et même tech, hein, récemment, dans la poche. Notamment avec Elon, notamment enfin, Andreessen Horowitz qui le soutient, enfin bref, des gros fonds de VC, machin. Ce qui est sûr, par contre, et ce qui est un vrai shift, je crois, dans ces élections-là, et pour la première fois, enfin, c'est la première fois en tout cas que c'est aussi prégnant, les cryptos, le Web3, Bitcoin et tout ça deviennent un sujet mainstream qui est traité dans les programmes. Je ne crois pas qu'en 2020, dans les programmes, on parlait, ou alors, bon, oui, on va, tu vois, faciliter le Bitcoin, mais c'était très rapide. Là, il y a vraiment toute une partie importante du programme où il dit clairement, hein, on va faire des États-Unis la crypto capitale du monde. Alors bon, je ne sais pas ce que ça veut dire de faire d'un pays une capitale, mais anyway, on comprend le message qui est les États-Unis vont devenir les leaders sur le Web3 en général et tout ce qui est englobé là-dedans. Kamala Harris a elle-même dit, alors qu'elle n'est pas forcément, elle est peut-être moins, on pourrait dire, fantasque que Trump, elle a aussi parlé de Bitcoin, elle a aussi parlé de ce qu'elle ferait et que ce serait un point important de sa politique. Et d'ailleurs, elle a accepté des dons pour sa campagne via Coinbase. Pourquoi pas? Et on voit que ça a été un sujet présent en Argentine, quand Milei a été élu. C'est un sujet présent j'ai bouffé le nom, mais là où il y a Bukele, donc soit l'Équateur, soit le Salvador. J'ai je- enfin, j'ai confondu, mais voilà. Salvador. Salvador, pardon. Où le Bitcoin a été un truc très très important, a été un des piliers de sa stratégie, avec un côté un peu répressif sur les gangs et tout ça, mais le Bitcoin et tout ça est devenu vraiment un point central de la stratégie de Bukele. Et pour la première fois, il a dit, je ne sais pas si tu as vu, qu'il ne ferait pas appel à de la dette l'an prochain. C'est le premier, à ma connaissance, le premier pays dans l'histoire récente qui te dit qu'ils emprunteront 0 € l'an prochain. 0 €. Il n'y aura a priori pas de dette. Et tu sais à quoi c'est dû ou pas ça? C'est dû à tout un paquet de facteurs. Il n'y a pas que des histoires d'eux, ils ont bien spéculé sur le Bitcoin et tout, hein. C'est dû à un paquet de facteurs, mais ils ont relancé le tourisme, ils ont relancé les industries, ils ont arrêté grandement le trafic de drogue, donc tout ce qui est souterrain, je pense qu'ils ont dû saisir un paquet de fric, enfin bref, il y a plein de choses. Mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de plus en plus de leaders politiques qui mettent en avant le Web3, comme en 2014, 15, 16, plein de leaders politiques mettaient en avant on va devenir des startup nation. Macron, sa première élection, il l'a faite sur. Enfin, on a beaucoup parlé de la startup nation. Bon, bah là, c'est un peu pareil, Web3 nation, tu vois. Et le sujet devient important. Les BRICS veulent se créer une sorte de crypto-monnaie pour pouvoir se payer entre eux. BlackRock lance des ETF, Bitcoin, enfin bon, bref, on en a déjà parlé, mais tout ce qu'on a vu ces dernières années, il y a de plus en plus d'asset managers importants qui prennent des positions en Bitcoin. D'ailleurs, on le voit, le Bitcoin est moins volatile. Encore une fois, je ne suis pas un expert, mais on se rend compte quand même qu'il y a plus que la volatilité est moins violente maintenant qu'elle ne l'était il y a quelques années. Donc, c'est un actif Bitcoin et puis de manière générale les cryptos, c'est un actif qui se
démocratise. Il y a qu'à voir, par exemple, la valorisation de Coinbase en bourse qui a fait qu'augmenter, alors même que on a vécu des bear markets, c'est moins à la mode qu'il y a quelques années. Voilà. Je pense aussi qu'on a vachement cleané le marché. Il y avait plein de scams, de trucs dégueulasses, des FTX, des Luna, des machins. Je dis pas qu'il y en a plus, hein. Il doit y en avoir encore des paquets, qu'on soit bien d'accord. Mais on a commencé à vraiment cleaner le marché et on a commencé, collectivement, la société a envoyé un message qui est faut arrêter de déconner, il faut faire les trucs bien. Et donc, il y a quand même de plus en plus de gens qui essayent de faire les trucs bien, ça se professionnalise, ça s'institutionnalise. Et donc, c'est un truc important. Et je pense que, de manière générale, les candidats, et on verra en France aux prochaines élections présidentielles, donc 2027, je ne serais pas étonné du tout qu'il y ait soit un, un candidat, tu vois, très pro-Bitcoin, voire issu de la tech, de ce monde-là, sans qu'il soit un spécialiste de la crypto, mais de ce monde-là, et donc forcément pro-crypto, ou que les candidats aient dans leur programme des idées claires sur les cryptos. Alors, pour certains, ça pourrait être les bannir, je veux pas en entendre parler, machin, mais ça fera partie du débat. Là où Trump a fait un truc différent, pour revenir sur lui, c'est que lui, il n'en a pas juste fait une partie du débat, il en a profité pour lancer un business et lancer un moyen de financer sa campagne. Et c'est là que c'est très fort. Et c'est là que le Web3 permet un truc qui est très fort. Normalement, un don de campagne, la manière dont ça se passe, c'est tu fais un don à perte. Tu décides de donner 10 000 euros à une campagne. Bon, bah, tu donnes tes 10 000 euros. Déjà, je crois qu'il y a un plafond, enfin en France, aux États-Unis, je pense qu'il n'y en a pas, ou qui doit être très élevé. Tu donnes tes 10 000 euros. Je crois que tu as le droit à un avantage fiscal, parce que ça reste des associations ou un truc comme ça, mais ça s'arrête là. C'est à fond perdu. Tu as peut-être gagné un peu d'impôts, mais fin de l'histoire. Là, ce que Trump est en train de dire, c'est acheter ma crypto, vous financez ma campagne et vous financez vous-même la vision des États-Unis que vous voulez. Parce que si on a plein d'argent, je vais pouvoir mieux me financer, je vais pouvoir faire mieux. Et derrière cette crypto, si c'est moi qui suis là, on va faire une espèce de. Parce que le projet derrière, c'est de faire une espèce de néobanque, si je comprends bien. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est de faire une sorte de néobanque à mi-distance entre un exchange et la Société Générale, quoi. J'exagère, mais. Et donc, je suppose que voulant faire des États-Unis la crypto-capitale de machin, il veut faire une espèce de banque centrale de crypto, je ne sais pas si on peut dire une banque centrale, puisque c'est le principe, c'est justement de ne pas faire de banque centrale, mais en tout cas, ce qu'il dit en filigrane, c'est si vous pariez sur moi maintenant, vous allez non seulement avoir l'Amérique que vous voulez, et en plus, vous allez vous enrichir, vous allez faire un investissement. Et ça, c'est une très, très grosse force, puisque jusqu'à maintenant, quand tu paries sur un candidat, tu n'es pas directement lié au truc. Je veux dire, tu n'es pas. Si ton candidat gagne, tu n'es pas plus riche. Alors, tu as éventuellement un effet de ruissellement de toutes les choses qu'il va faire, mais tu ne seras pas plus riche à la fin de la journée. Là, si la crypto Trump, elle monte, c'est comme ces NFT. Il avait déjà vendu des NFT la dernière fois pour le coup, mais c'est comme les NFT, c'est comme tout ça. C'est si il devient un personnage extrêmement important, alors le truc explose. Le seul problème avec Trump, c'est qu'on se rend compte dans la réalité que ce qu'il fait là avec de la crypto, c'est ce qu'il fait depuis le début de sa vie. Trump, il a une force, c'est d'avoir attaché son nom. Il fait du personal, on l'a toujours dit, je crois qu'on avait fait un épisode sur Trump il y a quelques mois. Il ne fait que du personal branding. Trump, son métier, c'est le personal branding. C'est pas l'immobilier, c'est pas ce que tu veux, c'est le personal branding. Et ce personal branding, il le met au service des projets qui sortent à ce moment-là. Prenons Truth Social, là, donc son Twitter like. Ce Twitter like n'a aucune raison d'exister technologiquement parlant. Ils sont moins forts que Twitter. Twitter existait 15 ans avant. Enfin, il n'y a pas de, vrai effet de réseau, si ce n'est l'effet de réseau accroché au nom de Trump. Et donc, sous la promesse de vous vous exprimerez librement, les autres médias sont corrompus, blablabla, tout son discours habituel. Le truc est monté en flèche parce que les gens ont envie de parier sur lui, machin. Et quand les gens se rendent compte qu'en fait, il n'y a pas grand-chose derrière et qu'il n'y a pas de rationnel, le marché reprice le truc et le truc se fait défoncer. Parce que oui, il n'y avait pas de raison que ce truc-là vaille 10 milliards quand
Tu vois, Twitter en vaut peut-être 30-40 et en fait, quelque part, Twitter est 100 fois, 200 fois plus gros que Truth Social. Tu vois. Et en termes d'utilisation journalière, je pense que ça va être ridicule à côté de Twitter. Donc moi, je pense que c'est certes une boîte techno, certes un business, mais je pense que c'est même pas un business Web3 duquel il est vraiment convaincu. Je pense que c'est un gros business d'ordre personal branding, où par contre il est convaincu d'un truc, c'est que la narrative Web3 colle à son personal branding, parce que la narrative Web3 colle avec quoi? Décentralisation. On fait tomber l'establishment. Monsieur tout le monde peut devenir riche du jour au lendemain. Liberté. Liberté quasiment extrême. Et pas trop d'impôts, pas trop de taxes, pas trop de régulation. Si tu regardes les cryptos, ça parle de ça. Si tu regardes le programme de Trump, ça parle de ça. Et Make America Great Again, ok, on a compris, blablabla, tout ça, donc technologie, futurisme, machin. Et c'est pour ça qu'il fait toute sa campagne là sur s'allier avec des personnalités tech qui poussent, tu vois, qui poussent les frontières du possible. C'est ça, en fait, Trump. Là, ce qu'il essaye de faire, c'est de dire, on va s'allier avec la tech, on va s'allier avec les grands chefs d'entreprise, on va aller dans l'espace, on va remettre, tu vois. En gros, il lutte contre le discours de décroissance. Il lutte contre le discours de oui, mais c'est difficile, oui, mais il faut faire attention, oui, mais on est en difficulté, oui, mais le monde est nanana. Lui, il dit non, t'inquiète pas, on va revenir pendant les 30 glorieuses, c'est juste qu'on va le faire différemment parce qu'il y a des trucs qui marchent plus. Et comment il y a des trucs qui marchent plus? Parce que les gens se sont, en gros, l'État, le mammouth de l'État s'est gavé sur ton dos. Et il dit avec la crypto, et donc ça fit parfaitement, avec la crypto, on va remettre tout le monde d'équerre. On va, d'ailleurs, un de ces grands trucs, c'est baisser les taxes, baisser les polices d'assurance, enfin, baisser tous les trucs qui, globalement, font chier le peuple. Quoi. Et là, inversement, en France, il propose d'augmenter certaines taxes, certains impôts. Je ne sais pas si tu as vu les dernières déclarations de Barnier. J'en ai parlé très rapidement dans le sanctuaire. Ça concernerait les plus grosses sociétés, pas les PME normalement, et les plus gros contribuables aussi. Ouais, mais si tu veux, j'ai vu un tweet de je sais plus qui hier qui disait si le problème de la France c'était pas assez d'impôts, si le problème de la France c'était en gros la collecte des impôts, ça ferait longtemps qu'on n'aurait plus de problème. En fait, c'est plus un. Bon, on va revenir sur Trump juste après, mais d'ailleurs, ça peut être un épisode intéressant en lui-même. À mon avis, c'est pas tant on va augmenter les impôts, pardon, pour solutionner la problématique. C'est plus on va augmenter les impôts pour éviter. Bon, je caricature, mais la guerre civile, juste pour en mode arbitrage, parce que derrière, ils comptent financer, ils comptent, ils ont besoin de 20 milliards par an, à ce qui paraît. En gros, ils ont besoin de 20 milliards. Et sur les 20 milliards, ils comptent les récupérer en 3 quarts en baissant les dépenses et en 1 quart en augmentant les impôts. Et à mon avis, ils auraient très bien pu faire les 4 quarts, les 100% en baissant les dépenses, sauf qu'ils ont dû se dire, OK, on risque de mourir politiquement. Et donc, pour éviter ça, on va quand même dire, vous en faites pas, on tape quand même sur les plus riches. C'est mon analyse, peut-être que j'ai tort. J'arrive pas à savoir si c'est un effet d'annonce pour se mettre là, parce qu'il y a quand même une question où le gouvernement peut ne pas être accepté encore. Donc, est-ce que c'est pas aussi un effet d'annonce pour aller dans le sens du NFP qui a quand même, un poids important à l'Assemblée? Est-ce que c'est pour faire que ce soit gouvernable? Parce que normalement, Barnier, c'est pas un mec très, comment dire, normalement, enfin, ce qu'on en pense, c'était pas un mec très proche de, OK, on va taxer, tu vois, on va augmenter les taxes. C'est pas trop sa vision. Maintenant, la situation est peut-être aussi un peu plus cata qu'on ne le pense. Enfin, il y a plein de choses à prendre. C'est vraiment le cas. Et j'aimerais bien qu'on fasse venir un expert dans le sujet. Mais des quelques articles que j'ai pu lire, la situation budgétaire de la France, à ce qu'il paraît, est catastrophique. Et lui-même l'a dit qu'il avait reçu les quelques éléments qui l'ont effrayé. Et il aimerait bien justement avoir encore plus d'éléments et creuser davantage. Alors c'est un effet d'annonce, je pense que ils essaient de prévoir et de sensibiliser les citoyens en mode c'est horrible, on n'a pas le choix, faut
faut qu'on baisse les dépenses. Mais en effet, je pense que c'est catastrophique. Et juste pour les auditeurs, ce qui est hyper intéressant, c'est lorsqu'on parle d'augmentation des impôts, à chaque fois, il y a un mot que vous retrouverez tout le temps, c'est le mot provisoire. On va augmenter de manière provisoire, on va créer cette taxe de manière provisoire. Et en fait, si on creuse un peu, on se rend compte que beaucoup d'impôts et taxes qu'on a aujourd'hui étaient de base provisoires. Est-ce que tu savais que la TVA, c'était de base quelque chose de provisoire? En 1954, c'était pour rationaliser les prélèvements. Et normalement, il y avait une clause qui expliquait que c'était de manière provisoire qu'on allait le mettre. Est-ce que tu savais que l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, pardon, était de base provisoire? C'était en 1914. C'était pour financer l'effort de guerre. Et pareil pour plein de petites taxes supplémentaires. Je vais vous les citer très, très rapidement. Pareil pour la CSG, l'ISF, CRDS, le TIPP. Et d'ailleurs, même pour les autoroutes payantes, mais bon, c'est autre chose ça. Et donc, attention au mot provisoire. Gare aux fesses. Ah ouais, non, alors j'ignorais, putain, c'est une super stat ça. J'ignorais que. Alors je savais l'histoire de quand il y a un truc qui est provisoire, en règle générale, ça finit par rester. Mais j'ignorais que la TVA était provisoire. Non seulement la TVA a été provisoire, mais en plus, si je dis pas de bêtises, sinon corrigez-moi, la France a été le premier pays, ou l'un des tout premiers. Et ce qui est sûr derrière, c'est que tous les autres pays après se sont alignés sur ça, en disant mais c'est génial, 20% sur chaque produit et service, mais c'est génial, on continue, on accepte. Mais c'est incroyable. Quand tu réfléchis bien, c'est vrai que le niveau de taxe, la TVA, on n'y pense pas parce que la TVA, on achète un livre, il nous coûte 10 euros, 15 euros, 20 euros. On achète à manger, tu vois, tu payes. Tu te poses jamais la question de la TVA. Évidemment, en boîte, oui, mais en perso, tu te poses jamais la question de la TVA et enfin, ouais, donc évidemment, tu payes, tu payes, tu payes. Et, ça viendra à l'esprit de personne de remettre ça en question. Tu n'as jamais vu, enfin, moi de mon vivant, j'ai jamais vu de manifestation genre non, mais les gars, c'est bon, là, on enlève la TVA, ça fait trop longtemps. Personne ne se pose jamais la question. Donc, c'est un impôt, quand il est assez longtemps, il est tenu assez longtemps, quelque part, tu vois, il devient normal et plus personne ne gueule dessus. L'impôt sur le revenu, personne ne dit oui, il faut supprimer l'impôt sur le revenu. Alors qu'encore une fois, ouais, comme tu dis, il était provisoire. Évidemment, j'ignorais ça aussi, mais c'est assez incroyable. C'est complètement Ouais, incroyable. c'est hyper intéressant en fait de regarder les choses qui aujourd'hui sont admises par la société et se demander ok depuis combien de temps est-ce que c'est parce que comme tu l'as très bien dit je crois dans la vidéo sur les network states c'est qu'une construction culturelle ou alors sociétale la plupart des choses qui nous entourent finalement et Ah ben, se demander à quel point est-ce que certaines choses peuvent être remises en question et notamment les taxes et les impôts qui sont aujourd'hui tout le monde dit mais c'est normal c'est ok bah finalement c'est assez récent dans l'histoire très récent, notamment lorsqu'on regarde la TV. Enfin bref, c'était une parenthèse. C'est une parenthèse. Du coup, ma question, suite à tout ce que tu viens de dire, c'est dans quelle mesure est-ce que tu penses que en France, on pourrait avoir un candidat qui fasse campagne de la même manière vraiment, parce que là, c'est pas juste faire campagne pour la crypto, enfin, c'est pas mettre dans son programme une mesure pro-crypto. C'est lancer des collections de NFT, c'est stimuler les foules autour du Web3 en disant mais on va accepter ci, on va accepter ça, on va faire la France le numéro 1 dans la crypto. On n'a jamais vu ça pour l'instant. ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est que déjà, nous, il y a moins ce côté showman, tu vois, dans les candidats, hein. On n'a Pour pas l'instant. pour l'instant, on n'a pas un candidat, si tu veux, actuellement, qui est, je veux dire, les candidats les plus hors des clous qu'on ait eu, tu vois, c'est Sarko qui avait ce côté un peu bling bling, et puis éventuellement Macron avec ce côté French Tech machin. Mais enfin, on est quand même très très aseptisé versus Trump qui est multimilliardaire, qui lance des boîtes comme tu changes de chemise, enfin tu vois, qui fait des trucs. Nous en France, ça n'existerait pas. Et d'ailleurs, tu le vois sur les patrimoines des politiques français. Enfin, je ne sais pas si tu as un jour regardé les patrimoines de politiques américains, genre quand ils sont rentrés à la Maison Blanche et quand ils en sont sortis. Mais il y a des trucs, c'est complètement délirant. Tu te demandes même comment c'est possible. Enfin, quelqu'un comme Obama, j'ai pas envie de te dire de conneries, mais il est rentré, il pesait 1,5 million, parce qu'il avait eu déjà une belle carrière en tant que politicien, machin, donc avec sa maison, machin, tout confondu, 1,5 million.
Il est sorti, je crois, il pesait 80 millions. J'ai pas envie de me tromper sur les chiffres et de dire une connerie, mais un truc, mais délirant. Et donc, il te mettait en face, oui, mais donc le salaire du président, c'est tant. Je sais plus, aux États-Unis, c'est genre 30 ou 40 000 euros par mois, tu vois, un truc comme ça. Et même si tu prends le truc, tu le fais fructifier, enfin, ça marche pas, tu vois. Ils ont d'autres contrats, ils ont d'autres trucs, ils montent des boîtes, ils créent des cabinets de consulting qui valent cher parce qu'ils appartiennent à un ancien président, enfin, tu vois. Et donc, tu valorises l'equity, enfin, très vite, les mecs deviennent très riches. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. Ou alors tu fais des délits d'initié et tu sais lorsqu'il y a une baisse de taux d'intérêt, une augmentation des taux d'intérêt, et comme ça tu achètes un max. Je crois qu'il y a comme ça un indice. C'est l'indice Pelosi. Ouais, bah, À l'indice Pelosi. regarder, mais Non, mais non, tout à fait, l'indice Pelosi. Mais ça, c'est un truc. Moi, je connais des mecs sur Twitter, tu peux trouver le compte. Hein, un mec qui réplique tous les trades de Nancy Pelosi. Et year on year, il est à plus de 70%, si tu veux. C'est-à-dire que tous les ans, il prend plus de 70% sur son portefeuille. Et il ne fait qu'une chose, c'est copier les trades de Pelosi. Bon, ça, c'est les États-Unis, voilà. Donc, en France, nous, déjà, il y a des limites de dons. Donc, je ne sais pas comment tu le considères si tu as de la crypto. Deux, on n'a jamais eu, en fait, pour être très clair, on n'a jamais eu de président ou d'homme politique très haut placé entrepreneur. Si je dis pas de bêtises, hein. On a Macron qui a fait un peu de bancaire. Enfin bon, il faisait du M&A, c'est pas pareil. Enfin, tu vois, il restait employé de la banque Rothschild, même s'il était associé gérant. Il avait beau être très bien placé, oui, enfin, tu vois, il a siégé à des boards, il a fait des gros deals, oui, mais ça restait une sorte de salarié extrêmement bien payé. C'était pas un entrepreneur du style qui demain se lève, claque des doigts et se dit mais attends, trop, on va exploiter telle niche, tu vois. et d'ailleurs de manière plus globale, on n'a jamais eu un seul, peut-être Sarkozy différent. Je crois qu'il était avocat Sarkozy. Ouais, il était avocat, ouais. À part lui, après combien de temps est-ce qu'il a été avocat, c'est une autre question, hein, mais à part lui, on n'a pas eu de président qui était autre chose que des hommes politiques. Ah si, Macron, du coup. À part Macron aussi, ouais. Ouais. Mais ouais, à part, ouais, c'est vrai. Tandis que je crois qu'aux États-Unis, on a eu un acteur. Oh, il y a eu Il Ronald y a eu un Reagan. milliardaire, du coup. Ouais. Bon, après, certains diront que nous, on a eu des militaires comme De Gaulle, machin, tu vois. Mm. Mais bon, c'est un peu différent, sortie de guerre, machin. Je suis pas sûr que ça, tu vois, je suis pas sûr que ça compte. On va prendre juste l'histoire récente. En effet, on n'a que des politiques. À part. euh, Et puis Sarko, attention. Sarko, il était avocat, mais il était engagé en politique dès qu'il a eu, je crois, 15 ou 16 ans. Tu vois, il était déjà engagé en politique. Il est devenu maire de Neuilly. Donc, certes, il avait un boulot à côté, mais il était quand même très, très impliqué en politique. Là où Trump, c'est pas un mec qui vient de la politique. Il a fait 40 ans de business. Il a essayé de se présenter une première fois, je crois, dans les années 2000, ça n'a pas marché. Il est revenu, mais c'est un mec du business, quoi. C'est un mec, voilà, il s'en fout si la politique ça marche pas, il vit d'autre chose. Je pense que ça, c'est une différence fondamentale entre nos deux systèmes. Et je sais pas comment réagiraient les gens si demain on disait, bah, ok, on met un entrepreneur à la tête du truc. Et je pense qu'il y aurait il serait très très scruté. Je pense que les gens seraient très 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 méfiants du fait qu'il n'y ait pas de corruption avec ces autres boîtes. Enfin, je pense qu'il pourrait pas faire du tout ce qui se passe aux États-Unis. Ah, mais c'est Déjà, sûr, et c'est pas plus mal, hein, c'est sûr. attention. Et par contre, je pense qu'on lui, tu vois, une initiative genre je lance une boîte pour faire ça, je pense que ça marcherait pas. Et il y a une autre raison à ça, c'est que aux États-Unis, les soutiens sont fanatiques. Les soutiens de Trump sont fanatiques. Et les soutiens de Kamala aussi. Hein, je veux dire, les gens, tu vois, vont à des meetings. Tu vois, les gens se parquent pendant des heures pour les voir passer sur la route. Enfin, ils font des trucs de fou que nous, en France, on ne ferait pas. Alors oui, il y a des meetings, mais ils sont beaucoup plus petits. Et puis, les gens vont pas faire des trucs, tu vois, du style se peindre, mettre des casquettes, des machins, à part quelques personnes du parti. Mais globalement, tu n'arrives pas dans une petite ville de campagne et tu te rends compte qu'il y a la moitié de la ville qui est dehors avec des drapeaux, quoi. Ça, aux États-Unis, c'est possible. D'ailleurs, la preuve, hein, c'est le seul pays où les présidents se font tirer dessus, tu vois. Enfin, je sais pas si tu as vu, cette semaine, il y a encore eu une tentative d'assassinat sur Trump, entre guillemets. Bon,
Tu vois, dans d'autres pays, ce genre de truc, ça n'existe pas. Enfin, à ma connaissance, beaucoup moins, tu vois, c'est bien moins exacerbé. Donc moi, je pense que si quelqu'un faisait un truc du style en France, ce serait beaucoup plus rationnel. Je pense que ce serait inscrit dans les programmes du genre, OK, on va faire ça avec le Bitcoin et tout, mais je pense pas que quelqu'un gamble sa campagne sur de la crypto. Ça, j'ai plus de mal à y croire, honnêtement. Ouais, et puis dans tous les cas, ce serait pas stratégique d'un point de vue même élection, obtenir des voix, parce qu'il y a beaucoup moins, l'adoption en France, à mon avis, est beaucoup, beaucoup moins grande qu'aux États-Unis, et que l'énorme majorité n'en ont absolument rien à faire. Et je pense qu'il y a des préoccupations qui sont autres que juste la crypto. Donc ce serait même pas intéressant. En fait, je ne verrais pas pourquoi un candidat irait faire tout son programme sur cette grande idée-là. Tandis que Trump, lorsqu'on l'écoute, il y a d'autres choses. Alors peut-être aussi que je suis dans une bulle, hein. Mais lorsqu'on l'écoute, j'ai l'impression que c'est limite dans le top 3 de ses propositions. C'est on va faire en sorte que la crypto soit mise en avant. Ouais, alors oui, mais méfie-toi parce que, en effet, je pense que là, il y a un effet bulle parce qu'il y a toute une partie hyper importante sur les impôts, il y a toute une partie hyper importante sur l'immigration, il y a une partie hyper importante sur la redynamisation des Midlands, il y a toute une partie hyper importante sur faire cesser la guerre en Ukraine, il y a toute une partie hyper importante sur les relations avec la Chine. Je ne sais pas si c'est vraiment top 3 ou si nous, on a une loupe déformante parce qu'on est dans cet écosystème. Alors attention, lorsque je dis top 3, c'est pas peut-être dans son programme, mais c'est dans ses interventions surtout. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, c'est important. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est important. Mais parce que, encore une fois, à mon avis, c'est que ça colle avec le message qu'il veut faire passer. Le- Et ouais, ouais. Tu vois, en face, Kamala, par exemple, a dit vouloir taxer. Alors, c'est toujours pareil, il faut faire gaffe, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça a été dit comme ça et tout ça, parce que nous, on reçoit que des bribes d'infos, et pas toujours bien traduits, enfin bref. Mais Kamala, par exemple, veut taxer a priori les unrealized gains. Donc, unrealized gains, c'est quoi? C'est de dire, quand tu achètes une action, elle passe de 100 à 200. À la fin de l'année, tant que tu l'as pas vendu, si tu l'as pas vendu, tu n'es pas encore fiscalisable. Et c'est normal, puisque tu ne sais pas si tu vas gagner ou pas. L'année d'après, elle peut valoir 50, surtout sur les trucs dangereux. Comme l'année d'après, elle peut valoir 300, tu la vends à 300, tu seras fiscalisé sur les 200 du milieu, enfin sur les 200 de plus-value. Or, tu aurais, enfin, et bref. Et donc, ce qu'elle avait demandé, c'était des taxes minimes sur les gains non réalisés. Donc, par exemple, disons 1%, euh, mon action, elle a fait x2, ben, je vais payer 1% du gain que j'ai fait à la fin de l'année. Ce qui me force soit à vendre l'action pour pouvoir payer mes impôts, soit utiliser mon impôt sur enfin, mon revenu, on va dire salaire ou les revenus que j'ai touchés en cash pour payer un truc que je hold. Mais ce qui rendrait le hold beaucoup plus compliqué. Ce qui en plus, d'après moi, est une aberration puisque holder favorise plutôt les petits porteurs, favorise plutôt les institutions saines et puis le monsieur tout le monde que trader avec énormément de volatilité qui favorise des mecs qui ont beaucoup d'argent dans des hedge funds. Tu vois. Donc je suis même pas sûr que le calcul de faire ça soit bon. Je suis pas sûr que tu tapes sur les bonnes personnes en fait. Mais tu vois, en France, on a opté pour un autre truc, c'est à l'achat et à la vente d'une action, tu as une taxe supplémentaire qui est des taxes de mouvement. Je sais plus, je crois que c'est 0,03 ou un truc comme ça, c'est très faible, hein. Mais à chaque fois que tu veux vendre ou acheter une action française, tu as une micro-taxe qui s'affiche. Je trouve ça, c'est un autre sujet encore une fois, mais je trouve ça assez scandaleux en fait. Il y a des taxes, tu te demandes la logique. Autre que juste remplir les caisses de l'État, qu'est-ce qui va justifier une taxe comme ça? Bah, c'est sûr qu'une taxe à l'achat, moi je trouve toujours ça très très curieux. Mais bon, eux ce qu'ils te disent, pour être très clair, ce que eux te racontent, c'est en fait cette taxe, elle permet, tu vois, enfin, en gros, si tu peux te permettre d'acheter des actions, c'est que c'est que t'es riche, ce qui est faux, puisque, enfin, moi je pense qu'on n'a pas cette culture en France, mais je pense que construire un patrimoine, ça devrait être fait par tout le monde
aussi petit la construction de patrimoine se commence, si tu veux. Si tu peux investir 50 euros par mois, bah, je trouve que c'est très bien. Sauf que ta taxe de 0,03%, le mec qui investit 1 million par an, il en a rien à branler, enfin il en a rien à branler, ça va le faire chier, mais si tu veux qu'il ait 1 million ou 995 000, tu vois, ça va poser problème. J'ai pas fait le calcul évidemment, mais le mec qui a 50 balles et qui déjà se voit, parce que je crois que tu peux pas, la taxe minimale, je crois, j'ai pas envie de dire de conneries, elle est de 30 ou de 50 centimes, enfin il y a un truc comme ça, il y a un truc en dur. Et ben ouais, bah sur 50 balles, tu grignotes un peu plus le capital. Et ce genre de personnes qui mettent 50 euros par mois, il y a plus de chances qu'ils hold plutôt qu'ils rentrent, ils sortent, parce que ils savent pas forcément faire. Et ben en fait, tu vas pénaliser, tu vois, la capacité à se construire un patrimoine. Donc je trouve que ça a fondamentalement aucun sens. Et puis tu vas pénaliser tous les fondateurs de start-up. Je veux dire, moi aujourd'hui, si sur la valo de la boîte, j'étais obligé de payer des taxes, bah en fait, je pourrais pas les payer en liquide. Alors ça dépend de combien elles sont. Si c'est 1%, ouais, tu t'en sors. Si c'est 5, 6, vas-y. Au moins, ça éviterait les survalorisations de start-up. Ça calmerait les ardeurs, sans doute. Ouais, mais tu calmes les ardeurs, mais c'est-à-dire que tu peux. C'est quoi la conséquence de ça? Ça veut dire que tu injectes moins d'argent. Ça veut dire que tu embauches moins de gens. C'est-à-dire que tu dépenses moins d'argent dans des logiciels. Ça veut dire que tu dépenses moins d'argent dans tes bureaux. C'est-à-dire que tu dépenses moins d'argent dans les frais de déplacement, les machins, les trucs, les bidules, et en fait, tu grippes la machine. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, bah, est-ce que la survalorisation, on gueule parce que nous, d'un point de vue entrepreneur ou d'un point de vue investisseur, tu te dis, OK, là, on est en train de faire n'importe quoi, c'est pas rationnel. Fine, OK. Sauf que la réalité, c'est que quand même, ça nourrit un paquet de gens. Et ça bénéficie à l'économie, d'une manière ou d'une autre. Alors du coup, Alex, est-ce que World Liberty Finance, c'est the next big shit ou pas? Non. Je suis rarement catégorique. Mais là, je mets un non. C'est un side truc. Parce que c'est Trump, ça va survivre. Parce que tu auras peut-être des effets d'annonce, genre, ah, ça marche bien, surtout s'il gagne et tout. Mais je crois pas que World Liberty Finance devienne the next big shit. Je pense pas. Faudrait qu'on fasse un épisode sur toutes les fois où on s'est posé cette question. La dernière fois, je crois que ça remonte à l'application de Naval Ravikant, dont j'ai en plus oublié le nom. Et en effet, j'en entends plus du tout parler aujourd'hui. Aircall, non, c'est. Non, 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 c'est merde, c'est Aircall. c'est Oui, non, non. c'est Pardon. Airsomme, c'est Airsomme. AirChat, non, je sais plus. Qui AirChat? Enfin, c'était Air quelque chose. Ouais, c'est ça, AirChat. Ouais. AirChat. Eh ben, AirChat, on en entend plus. On avait dit pareil, on n'en entend plus parler. C'est terminado. Ouais. Les derniers articles, c'était avril, je crois. Avril, ouais. Ouais, mais Ok. Bon, bah écoutez, dites-nous en commentaire vraiment si vous souhaitez qu'on continue ce type d'épisode où on focus sur un seul sujet, ou alors si vous souhaitez qu'en fait on aborde les épisodes plus avec des thématiques qui nous intéressent, des livres qu'on a lus avec les enseignements qu'on en a tirés. On va toujours rester aussi sur l'actu si d'un point de vue business et simulation intellectuelle, ça, on peut vous partager des choses. Mais aussi, ça peut être l'occasion de proposer plusieurs rubriques, comme je viens de le dire, des choses qu'on a appris, des choses qu'on a loupées, des enseignements, même des choses hors business sur notre rythme de vie au quotidien, comment on s'organise. Voilà, c'est assez flexible, donc n'hésitez pas à nous le dire. Et puis voilà, si vous souhaitez, euh, alors je vais vous faire le speech de vente, mais si vous souhaitez qu'on vous crée un board advisor, un groupe d'entrepreneurs, un groupe de pairs sur mesure pour accélérer votre activité, et pourquoi pas d'ailleurs passer au niveau supérieur, n'hésitez pas à jeter un œil au Sanctuaire NBS qui se trouve dans la description. Et puis abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube The Big Sheets. Nous, ça nous permet de savoir si la vidéo vous a plu ou pas. Et puis on vous dit à la prochaine. à la prochaine.